Oui, effectivement, comme on disait, c'est pas la première fois que je viens ici. Je travaille pour la compagnie Pomerleau, donc qui est un entrepreneur général en construction au Québec. Me présenter, donc gérant innovation chez Pomerleau depuis plus de 5 ans. Moi, je supervise dans le fond deux équipes. Recherche et développement, puis implémentation de solutions technologiques. Donc, d'un côté, on a une équipe qui s'occupe vraiment de faire tout ce qui est veille technologique, prototypage, preuve de concept, puis ensuite business case. Puis une fois qu'on détermine si la solution a du potentiel dans l'entreprise, bien, on va envoyer ça de l'autre côté du processus pour créer une équipe multidisciplinaire, développer, piloter, puis implémenter la solution. Donc, c'est un long processus, notre processus innovation, qui nous permet non seulement d'amener beaucoup de nouvelles solutions à l'entreprise, mais de le faire de façon sécuritaire et efficace. Donc, on a près de 20 personnes là, qui travaillent à temps plein sur ces initiatives-là. Donc, c'est des gens qui sont dédiés à la recherche et au développement chez Pomerleau. Pour ceux qui ne connaissent pas Pomerleau, entrepreneur général québécois, originaire de la Beauce, plus de 60 ans d'expérience, top 100 des employeurs canadiens, top 3 des entrepreneurs généraux au Canada, plus de 5 milliards en revenus annuels en chiffre d'affaires. Puis on a plus de 250 projets de chantiers actifs annuellement. Donc ça, c'est important pour le reste de la présentation parce que un des enjeux qu'on a, c'est quand on implémente quelque chose, que ce soit de l'IA ou toute autre technologie, il faut avoir la réflexion coast to coast à l'ensemble du Canada sur 250 chantiers. Donc, comme on le sait, des chantiers, chaque chantier est un peu une PME. Donc, il faut trouver le moyen de le faire efficacement, puis de surtout pas s'éparpiller dans les solutions. Peut-être juste un petit 2 minutes sur l'évolution du département innovation chez Pomerleau. Ça a commencé en 2012 avec le BIM. À ce moment-là, le BIM n'était pas quelque chose qui était requis contractuellement sur les projets. Donc, c'est un investissement puis un vote de confiance que la compagnie a fait dans l'équipe pour pousser le BIM sur les chantiers. Puis, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est encore parmi les leaders de l'industrie à ce niveau-là. Ensuite de ça, il y a eu une longue période où c'était beaucoup le BIM. Puis en 2019, qui coïncide à peu près avec mon arrivée, ça n'a pas rapport avec mon arrivée chez Pomerleau, là, mais on a créé le département de recherche et développement qui visait, et, comme je disais, à dédier des ressources, à réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire. Maintenant, le BIM, c'est bien implanté. À ce moment-là, c'était rendu contractuel sur beaucoup de projets. Donc, on voulait vraiment avoir des idées qui sortent un peu du moule, puis essayer de voir comment la technologie peut nous aider dans la compagnie. Fait qu'on a créé le laboratoire de recherche et développement. C'est aussi à cette année-là qu'on a fait notre partenariat avec Boston Dynamics, où on a été le premier chantier au monde à avoir le robot Spot. Effectivement, là, je ne vous cacherai pas, il faisait pas, il construit pas Spot, il se promène, puis il prend des photos, il prend des scans, mais reste que c'était quand même assez impressionnant de voir un robot sur nos chantiers. Ça a été une grosse distraction. Par contre, rapidement, on voit les gens s'habituent à voir les robots sur les chantiers. Puis après ça, donc, quelques autres faits marquants. Là, je ne rentrerai pas dans les détails, là, mais on continue d'avancer. Puis là, sur la slide, il manque un petit morceau, mais normalement, on a un petit 2030. Ça va être quoi 2030 pour Pomerleau au niveau de la technologie puis au niveau de l'innovation? Mais c'est un peu le sujet de la présentation d'aujourd'hui. Puis là, je veux juste peut-être gérer les attentes, là. Je vais parler de beaucoup d'idées qu'on a avec l'intelligence artificielle, beaucoup d'exemples, beaucoup de choses sur lesquelles on a réfléchi, mais je ne rentrerai pas dans le détail de rien. Fait que je ne viens pas ici pour présenter nos outils spécifiquement, mais je viens ici de parler un peu c'est quoi notre cheminement à l'interne là, pour amener cette technologie-là, puis comment on voit la chose chez Pomerleau. Ça, rapidement, c'est nos axes de recherche là, pour le laboratoire. Donc, l'intelligence artificielle, la robotique puis l'Internet des objets, c'est vraiment nos trois principaux axes de recherche. Je dirais qu'au début, on était beaucoup dans la robotique. Ensuite, on a mis beaucoup d'emphase sur l'Internet des objets. Puis là, maintenant, depuis presque 2 ans, on est en intelligence artificielle pas mal. C'est quoi les défis à considérer quand on veut intégrer l'intelligence artificielle? Puis là, je parle
que ce soit dans acquérir des logiciels qui existent sur le marché, que ce soit pour développer nous-mêmes nos solutions ou qu'on fait des partenariats, par exemple. Il y a beaucoup de choses à considérer. Puis là, il faut faire attention. Puis là, je sais qu'il y a des startups ici, mais moi, ben, l'équipe, on se fait approcher par des startups à chaque semaine. Puis à chaque semaine, c'est des nouvelles startups qui ont des excellentes idées sur des outils qui utilisent l'intelligence artificielle. Par contre, il faut faire attention, comme je disais, il y a beaucoup de données personnelles, de données sensibles. On a une équipe qui est dédiée à toute l'analyse cybersécurité, fait qu'on a des requis assez élevés. C'est quand même assez difficile pour nous d'aller de l'avant avec des solutions qui sont nouvelles ou pas éprouvées parce qu'il y a beaucoup de risques au niveau des employés, mais au niveau aussi de notre compétitivité dans l'industrie, là, si jamais il y a des enjeux. Mais on trouve des moyens quand même de le faire. Des fois, on développe à l'interne, des fois, on développe avec des partenaires. Donc, la sécurité, la confidentialité des données, éthique et partialité. Maintenant, il y a des lois qui commencent à sortir là, qui nous obligent à respecter certaines normes. Donc, il faut qu'on s'assure de ça aussi. Intégration au système existant. On ne veut pas se ramasser avec 200 logiciels différents qui font des buts précis chacun, mais qui ne sont pas intégrés. Donc, à toutes les fois qu'on veut se servir de cette donnée-là, il faut les connecter. Donc, ça ajoute de la complexité au niveau de notre infrastructure. Coût et retour sur investissement, évidemment, on ne se le cachera pas, c'est cher. Développé en intelligence artificielle, mais c'est cher aussi là, les logiciels. Je donne un exemple. Souvent, les modèles d'affaires avec lesquels on doit travailler, c'est des compagnies qui, en fond, le prix est basé sur la valeur de construction du projet annuellement. Mais, si on fait un projet de 2 milliards sur 4 ans qui coûte 500 millions par année, bien, le logiciel il va coûter extrêmement cher pour être utilisé. Donc, c'est le genre de choses qu'on essaie de dealer avec, parce que ce n'est pas toujours évident. Gestion du changement, adaptation des employés. Je disais tantôt, le robot, c'est une distraction sur le chantier. Quand on parle d'intelligence artificielle, les gens ont de la misère à faire confiance aux résultats encore. Les gens ont peur pour leur emploi. Donc, c'est long. Il faut réfléchir. On vient changer des processus. Donc, on a tout le processus qu'on a mis en place pour l'innovation, tient compte de toute cette gestion du changement-là. Donc, on essaie vraiment de minimiser les risques de résistance. Par contre, ça fait partie de la game quand même. Puis la qualité et disponibilité des données, je l'ai gardé pour la fin parce que ça m'amène à ma prochaine slide. Puis ça, c'est quelque chose qui est, je dirais, assez monumental là, au niveau de ce qu'on réalise. Pour un entrepreneur général, nous, on deal avec des professionnels, avec des fournisseurs, avec le client, avec des sous-traitants, puis avec nos propres données. On n'a pas un accès libre à toutes ces données-là. On a de la donnée qui va être dupliquée beaucoup entre les fournisseurs, les sous-traitants, puis même le client. On a de la donnée qui est des contrats, donc c'est du légal. On a de la donnée qui vient de, comme je disais, nos fournisseurs, des factures, des bons de commande, des bons de livraison. On a nos données historiques d'estimation. On a nos données en lien avec les coûts, avec les échéanciers. Fait qu'on a tout ça pour un même projet. Puis là, après ça, de savoir, est-ce que cette donnée-là est fiable? Est-ce que c'est la dernière mise à jour? Donc, tout ça, c'est des questions à se poser. Puis là, on avait le choix entre est-ce qu'on met en place notre gouvernance de données maintenant, puis après, on commence à analyser le potentiel des outils d'intelligence artificielle, puis on s'est dit, on va faire les deux en même temps. Peut-être qu'il y en a qui vont dire que ce n'est pas la meilleure idée. Par contre, la façon qu'on le fait, c'est qu'on bâtit notre gouvernance de données à partir de nos use cases. Donc, on a établi plusieurs cas d'utilisation de l'intelligence artificielle qu'on met en place, puis on sert de ça pour dire, bon, mais comment on doit organiser notre donnée pour que ça fonctionne bien. Fait que c'est comme ça qu'on arrive à le faire en parallèle. Jusqu'à maintenant, ça va assez bien. C'est pas toujours facile, parce qu'il y a toute la gestion des accès aussi, mais on arrive à le faire. Il y a encore aussi beaucoup de données qui est papier, malheureusement, surtout quand on parle de données historiques. Puis on va parler plus tard, j'ai un exemple que je vais vous parler, là, c'est la problématique, c'est le fait qu'on a encore beaucoup de données manuscrites. Donc oui, la donnée, c'est très, très important. Puis surtout d'une entreprise comme Pomerleau, pan-canadienne, 250 chantiers, 5000 employés, ça fait vraiment beaucoup de données à gérer.
Puis cette slide-là, très simple, c'est juste pour dire qu'on ne fait pas ça tout seul. On n'a pas la prétention de dire que nous, on va tout faire pour l'industrie. On le fait pour nous, oui, mais on a beaucoup d'alliances avec, que ce soit avec d'autres partenaires de l'industrie ou avec des universités. Donc, on travaille depuis plusieurs années là, c'est ça, avec soit des consultants, même avec d'autres, avec de nos compétiteurs, pour arriver à des solutions qui font du sens. Puis, on a beaucoup de projets de recherche académique aussi là, qu'on a fait puis qui sont en cours actuellement là, pour nous aider à avancer. Nous, la façon qu'on voit l'intelligence artificielle, puis ça, les types d'IA qu'on voit ici, c'est pas scientifique, ça vient pas d'un article ou d'un livre, peu importe, c'est comment nous on le voit, puis comment on les catégorise. Puis dans le fond, je vais commencer à descendre la liste, puis on a des exemples pour chacun de ces types d'IA-là, puis évidemment, il y en a qui vont, des solutions qui utilisent un peu de tout. Mais la vision par ordinateur, je dirais que c'est probablement le premier qu'on a étudié. Là, on avait, il y a près de 4 ans, là, juste au début de la COVID, en fait, on avait une problématique de savoir combien il y a de travailleurs sur le chantier, mais en tout temps, puis en temps réel. Puis là, évidemment, il y a des systèmes qui existent là, d'entrée et sortie, mais nous, on voulait voir qu'est-ce qu'on pouvait faire avec l'intelligence artificielle. Fait qu'on avait développé une preuve de concept, dans le fond, avec des caméras qui sont aux différents accès autour du chantier, puis qui vont calculer les entrées et les sorties, tout simplement des travailleurs. Puis une des complexités, c'était, si un travailleur rentre par un accès, mais il sort par un autre, c'est comment on s'assure d'avoir le chiffre réel. Fait que par la vision par ordinateur, on détectait ces entrées et sorties-là des travailleurs. Fait que c'est resté en preuve de concept. Pourquoi? Parce que, bon, on était au début, puis il y a beaucoup d'autres options aussi qui s'offraient à nous, là, des choses plus typiques. Fait qu'on a décidé de concentrer nos efforts ailleurs, mais ça, c'est le genre de choses qu'on fait. Sinon, des détections d'incidents sur les chantiers. Donc, on équipe nos machineries avec des caméras puis des capteurs là, qui permettent de détecter quand il y a des risques d'accident. Suivi de progression des travaux aussi, c'est un autre cas d'utilisation pour ça. Dans le fond, être capable de détecter l'avancement d'une capture à l'autre. Exemple, si on fait une prise de photo une semaine, puis une prise de photo la semaine d'après, essayer de détecter comment ça a progressé. Donc ça, il y a des outils qui l'offrent, mais c'est aussi des choses qu'on a regardées à l'interne pour développer. Ensuite de ça, au niveau du NLP, du traitement de langage naturel, on est beaucoup dans l'analyse de documents. Donc nous, ce qu'on avait testé à l'époque, c'est, par exemple, quand on a des requis sur un projet où on va être en conception-construction, donc ce qu'on veut faire, c'est comprendre les requis clients, faire notre suivi de conception, puis s'assurer quand il y a des modifications qui viennent du client, qu'on intègre bien ces modifications-là dans nos documents. Puis ça, juste pour vous donner une idée, cet exercice-là que l'équipe de conception doit faire à chaque mois peut prendre peut-être pas une semaine, mais quelques jours, juste à aller comprendre le document de plusieurs centaines de pages, qui va avoir eu des modifications, mais que ce n'est pas nécessairement bien indiqué qu'est-ce qui vient être modifié. Donc, juste l'exercice de mettre à jour le suivi des requis, ça prenait beaucoup de temps. Donc, ce qu'on a fait comme preuve de concept, c'est vraiment un outil dans lequel on va aller mettre le nouveau document, il va comprendre c'est quoi les modifications par rapport à la dernière version, puis aller mettre à jour la matrice de requis client. Ça, c'est une preuve de concept qu'on a fait. On est toujours en train de regarder ça, mais on essaie une nouvelle approche. Donc, ces deux-là, on les a catégorisés comme en adoption croissante. Maintenant, je dirais, parce que c'est une slide devrait peut-être être mise à jour, là, mais tout est pas mal en adoption croissante maintenant. Apprentissage automatique, donc on est beaucoup dans la prédiction, l'analyse de risque. Tantôt dans la présentation de Google, on parlait d'aller lire les contrats, puis de déterminer est-ce qu'il y a des risques ou est-ce qu'il y a des manquements. Mais ça, c'est pour lever des flags, mais l'analyse de risque aussi au niveau de sélection, est-ce qu'on fait le projet ou pas. Donc, apprendre de nos anciens projets pour suggérer sur les futurs. Ça, j'ai un exemple tantôt au niveau du machine learning, l'apprentissage automatique. Robotique, c'est vraiment au niveau de la navigation. Donc, par exemple, Spot, qui doit circuler sur le chantier de façon autonome, il doit comprendre son environnement. Donc, ça passe, oui, par la vision par ordinateur, mais il est aussi géolocalisé. Fait que l'idée, c'est qu'un chantier, ça évolue d'une journée à l'autre. Un
bundle de plywood peut être d'un jambes, une feuille de gyps, des outils, peu importe. Si Spot, lui, il sait que son chemin, il connaît son chemin par cœur, mais qu'il y a un obstacle, il doit être capable de le contourner puis de revenir dans son chemin de façon autonome pour pas toujours avoir quelqu'un qui le guide ou qui le contrôle. Ce qui peut être contrôlé avec une manette aussi, Spot, évidemment. Puis là, peut-être juste une petite parenthèse. Tout ce qu'on fait au niveau de l'intelligence artificielle chez Pomerleau, c'est pour aider, supporter l'humain, c'est jamais pour le remplacer. On vise vraiment à automatiser les tâches sans valeur ajoutée, accélérer les tâches pour que les gens puissent se concentrer vraiment là où il y a de l'impact. Par exemple, si Spot il fait des relevés au chantier, il capture des nuages de points, ben, l'idée c'est que la personne après puisse recevoir ce nuage de points-là pour faire son analyse. Plutôt que d'avoir besoin de se déplacer au chantier, installer son équipement, faire son nuage de points, rembarquer ça dans l'auto puis retourner chez elle. Juste une petite parenthèse. Puis finalement, le sujet, là, je dirais, de l'heure, l'IA générative, bien ça, il y a un paquet de cas d'études qu'on parle de génération de rapports. On a même regardé si on ne pouvait pas produire des plans 3D à partir d'un plan 2D, à conception itérative donc, ou paramétrique. Donc, on vient donner à l'outil nos paramètres, ça va aller nous générer on a eu des exemples tantôt, là, même dans les startups, mais soit des modèles qui sont faits par l'intelligence artificielle. Donc, on parle de modèles paramétriques, c'est moins l'intelligence artificielle, mais après ça, si on voulait ajouter à ça plus de détails, on pourrait aller brancher l'intelligence artificielle. Sinon, juste questionner nos modèles, avoir un chatbot qui nous permet de questionner nos modèles, notre documentation, etc. Faire des simulations environnementales aussi. Donc, si je fais mon building comme ça, qu'est-ce qui arrive au niveau de mon analyse énergétique? Je dirais que c'est ça. Au niveau des types de IA, maintenant, je vais vous montrer quelques exemples. Le premier, c'est Almanac. Je dis vous montrer, je ne vous montrerai pas grand-chose, là. Mais ça a été déployé officiellement, publiquement cette année. L'idée d'Almanac, c'est d'aller supporter notre équipe d'estimation. Donc, de vraiment venir changer comment l'estimateur a sa première réflexion en lien avec une opportunité de projet. Donc, l'idée, c'est vraiment de se baser sur nos données historiques de projet. Puis après ça, quand il y a une opportunité, on peut utiliser l'outil pour simplement dire c'est quoi les paramètres de mon opportunité, puis nous fournir ensuite un prix approximatif de ce que Pomerleau normalement ferait ce projet-là. Donc, l'idée, c'est pas de dire combien vaut ce projet-là pour le moment, c'est vraiment de dire voici comment Pomerleau soumissionnerait ce projet-là. Fait que le but de ça, c'est vraiment les premières discussions que nos estimateurs ont avec les clients. Ils veulent savoir combien ça peut me coûter ça. Puis là, on est capable d'utiliser l'outil pour dire en fonction de ce qu'on a fait, nous, ce serait à peu près ça le prix de ton projet. Puis ensuite de ça, prise de décision, est-ce qu'on va de l'avant? Là, on va aller faire l'estimation qui est plus poussée. C'est vraiment pour accélérer les premières discussions. Puis l'outil est continuellement en amélioration, puis on va ajouter des différentes fonctionnalités. Mais ce qui a été déployé pour le moment, c'est ça. Il y a eu des publications là, sur les réseaux sociaux. Je vous invite à essayer de les retrouver ça. Puis ça, comme je disais, c'est vraiment pour accompagner l'estimateur. Ce n'est pas pour estimer à sa place. Donc, on a vraiment une idée au niveau du prix là, avec les différentes divisions, mais on n'a pas, il faut quand même faire l'exercice parce qu'on ne veut pas se fier à ça exclusivement non plus. Ça, c'est juste pour représenter un peu le processus, comment fonctionne Almanac. Donc, on a notre donnée historique de projet, on a les résultats. Donc, on sait comment on a soumissionné par division, on sait si on a gagné ou pas. On a entraîné un modèle avec cette donnée-là. La donnée, comme je disais, vu qu'on n'avait pas de gouvernance de données avant, toute cette entrée de données-là pour entraîner le modèle a été faite manuellement. Donc, ça a été très, très long de revenir en arrière dans nos projets, sortir la donnée, la pousser dans l'outil, entraîner le modèle. Puis, ce que ça fait aussi, à cause qu'on n'a pas cette gouvernance de données-là, c'est qu'on ne peut pas non plus aller ajouter automatiquement nos anciens projets. Là, à partir de maintenant, on va essayer de le faire de façon plus automatique parce qu'on est capable, on gouverne la donnée maintenant. Mais ça, c'est un enjeu qu'on a eu. On aurait pu développer ça beaucoup plus rapidement si on avait eu de la donnée de meilleure qualité. Puis aussi, ça prenait quelqu'un pour aller valider que c'était la bonne donnée. Ça peut être aussi simple de dire, si un estimateur rentre la donnée et il dit « mon building a 5 étages »,
mais qu'en réalité, lui, il a compté le rez-de-chaussée comme le niveau. En fait, il a compté le deuxième étage comme le niveau 1, peu importe. Fait qu'il a mal compté ses étages, ça arrive, mais l'outil ne sait pas là, que c'est une erreur. Fait que là, après ça, il faut valider, puis on s'est rendu compte des petites erreurs comme ça. Fait que le modèle est entraîné, on a une interface, on a un outil avec le modèle en arrière, puis tout ce qu'on fait quand on a un nouveau projet, on remplit une fiche, des paramètres, puis ça nous donne un résultat. Évidemment, le modèle nous donne aussi le niveau de confiance sur le prix qu'il nous donne, puis ça va beaucoup être impacté par les projets qu'on a mis dans la base de données. Là, si on a mis 100 projets, puis que sur les 100 projets, il y en a 70 que c'est des écoles, puis qu'on lui demande de nous donner un prix pour le stade olympique, bien, il ne sera pas capable. Là, c'est cette base de données-là qu'on veut améliorer puis qu'on va continuer à faire évoluer. Un petit exemple maintenant pour l'extraction de données. Je disais tantôt là, que j'allais vous parler d'un exemple avec la donnée manuscrite. Pour ceux qui ne le savent pas, sur un chantier, comment ça fonctionne si on a une livraison de béton ou une livraison de granulat, par exemple. Le camionneur arrive au chantier avec son billet, il donne ça à la première personne qui voit sur le chantier. Cette personne-là va aller écrire l'heure d'arrivée, va valider si le béton, si c'est la bonne formule, etc. Puis on va dire parfait, c'est beau. Il va entrer l'heure d'arrivée, l'heure de sortie, va mettre ça dans sa poche, va retourner chez eux, on va mettre ça dans la laveuse, sécheuse, peu importe. Le lendemain, il va se rendre compte que ça, c'est à moitié effacé, ou sinon il va aller mettre ça sur le bureau, dans la roulotte. Ça va rester là pendant 2 semaines. Café, peu importe, on va perdre des papiers. Les papiers vont être de mauvaise qualité. Des fois, l'écriture, c'est pas toujours clair. Fait que ce qui arrive, c'est qu'à la fin du mois, quand on reçoit la facture du fournisseur de béton, par exemple, qui dit moi, je t'ai livré 3000 mètres cubes de béton. Puis là, que nous, on valide avec nos billets de réception, parce qu'on ne peut pas juste valider avec ce qui a été fait au chantier, parce qu'il y a tellement de variables. Donc, on dit, nous, avec nos billets, on peut valider 2000. Fait que là, on dit, on va te payer 2000. Là, lui, il dit, non, je t'ai livré 3000. Fait que là, ça s'ostine pendant des jours, des semaines, puis ça fait qu'il y a des délais de paiement, ça crée des mauvaises relations. Fait que l'idée de l'outil qu'on analyse, c'est que le camionneur donne ça à la personne au chantier, la personne prend une photo, ça extrait la donnée, puis ça l'envoie dans le système directement. Donc là, on vient d'éliminer beaucoup de risques de perdre les billets. Puis l'enjeu qu'on avait, c'était, est-ce qu'il y a des modèles qui sont capables de bien lire l'écriture manuscrite? Puis ça a été problématique. On a fait des preuves de concept, on a testé, puis c'était toujours très moyen. Puis là, on s'était dit, mais ce qu'on va faire, c'est que quand le modèle a un niveau de confiance en bas de 80 par exemple, on va faire valider par quelqu'un. Mais là, tout aurait été à valider. Fait que, finalement, on a trouvé un produit sur le marché, donc ce n'est pas nous qui l'a développé, qui a un modèle qui est fait spécifiquement pour ça, pour la construction et aussi pour quand il y a de l'écriture manuscrite. Donc là, on va commencer bientôt notre projet pilote avec cet outil-là, mais on est très confiant que ça va fonctionner. C'est ça. C'est ça pour cet outil-là. Parce que tout ce qui est aussi documents structurés là, ou les factures, les choses comme ça, on n'aurait pas besoin nécessairement de cet outil-là. Parce qu'il y a beaucoup d'outils qui sont capables de lire ce type de documents-là de façon très efficace. Mais l'enjeu, c'était vraiment au niveau le processus chantier, mais aussi au niveau de l'écriture manuscrite. Juste pour conclure, dans le fond, la question au début, c'était est-ce que les différents IA, c'est la prochaine révolution pour l'industrie? Je pense que c'est pas une révolution juste pour la construction, ça va être la révolution pour tout. Puis on le voit déjà, il y a beaucoup d'exemples. Mais nous, définitivement, chez Pomerleau, on voit ça grand, on voit ça gros. On est dans notre planification stratégique, on a établi une centaine d'opportunités d'amélioration dans nos processus. Puis dans ces 100 initiatives-là qu'on veut mettre en place, là, le chiffre, c'est 40, là, mais il y en a peut-être 50 qui vont, d'une façon ou d'une autre, bénéficier de l'intelligence artificielle. Donc, il y a de l'analytique là-dedans, il y a des nouveaux processus, il y a de l'ajout de valeur, il y a des nouvelles applications aussi qu'on va mettre en place. Puis ça, c'est les 4 domaines principaux là, sur lesquels on se concentre présentement. Donc, tout ce qui est préconstruction, notre processus projet, gestion de projet, exécution de projet. Approvisionnement, ça, c'est probablement celui où il y a le plus de potentiel. Puis trésorerie, donc tout ce qui est cash flow, paiement, etc.
Donc, c'est pas, on veut pas construire avec l'intelligence artificielle, mais on peut s'en servir. On veut s'en servir pour prendre des meilleures décisions, puis supporter nos équipes surtout. C'est tout. Merci beaucoup, Vincent. On va passer à la période de questions. Si certains d'entre vous ont des questions, levez la main. On va venir apporter le micro. J'aimerais savoir si vous avez une stratégie pour vos sous-traitants, à savoir, appliqueriez-vous ou vendriez-vous une technologie que vous avez déjà développée et qui serait adaptable chez nous? On n'est pas du tout pour le moment, en tout cas, dans la vente de nos outils. Donc, notre approche, c'est plutôt si on développe quelque chose qui a le potentiel de nous aider, tout le monde, autant les sous-traitants que les professionnels que les clients sur nos chantiers, ben, on va l'utiliser. Donc, on a des outils qu'on a développés, là, je ne parle pas de l'intelligence artificielle, mais pour lesquels on donne un accès à nos sous-traitants. Donc, ça, c'est plus pour les réservations de livraison en chantier, mais le sous-traitant, l'application sur son téléphone est capable d'utiliser l'outil qu'on a développé. Mais si vous parlez plus de vous vendre quelque chose que vous pourriez utiliser hors de nos chantiers, pour le moment, on n'est pas là. Mais ce n'est pas exclu non plus. Autre question? Là-bas. Oui, bonjour. Juste une question assez rapide sur l'infrastructure technologique. Est-ce que j'ai bien compris ou mal compris que vous hostez votre propre LLM, incluant les ordinateurs qu'il a fait? Puis si oui, ça prend quoi en investissement, ça? Ben, il y a deux choses, là. Il y a certains outils où on va travailler avec des partenaires externes où là, on n'ose pas nécessairement notre LLM, mais nous, on est avec Microsoft chez Pomerleau, puis avec notre entente avec Microsoft, on a accès à leur LLM pour faire des développements à l'interne, si on veut. J'imagine que ceux qui sont avec Google, c'est le même principe aussi, là. Donc, la réponse, c'est vous hostez pas votre propre réseau? On n'a pas développé notre propre LLM, non. Merci beaucoup, Vincent.